Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le grand talk de la semaine finira bien aujourd'hui et lundi, on sera encore là. Mais pour l'instant, on a une belle actualité pour vous. Restez connectés, à tout à l'heure. Et notre premier sujet, Madame, Monsieur, s'articulera autour, évidemment, vous le savez bien, de la CAN. Mais attention, hier, on a eu un communiqué parlant de tickets. Et ce matin, on apprend que c'est un fake. On fait le point avec nos amis. Herman, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Merci d'être là. Bonsoir, chers téléspectateurs. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous et puis bonsoir Christelle. Bonsoir, Daouda. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Herman, bonsoir Daouda, bonsoir chez vous. Alors, messieurs, je le disais donc à l'entame, hein, hier, on a eu un fake avec des tarifs de 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Il s'agit donc des tickets. Voilà, donc depuis, c'était hier, un document révélant la grille tarifaire des billets devenue virale sur la toile et plusieurs médias ont relayé l'information et les réseaux. Et le comité d'organisation de la CAN, voilà, ce matin, a démenti formellement l'authenticité du document. Et les prix donc de la CAN ont été communiqués, ils sont affichés à l'écran, 5 000, 10 000 et 15 000. Herman Aboua, comment est-ce que vous analysez, n'est-ce pas, ce point-ci? Hier, un document, ce matin, il est dit fake et les vrais prix sont communiqués. Ben, moi, je dis fake. Bon, ce document-là, si on prend la forme, sur la forme, hein, il est véritablement détaillé. D'abord, il y a la charte graphique, le cadre logo. Des documents. Le document dit fake. Aujourd'hui, il y a la charte graphique du COCAN là-dessus, le logo et autres. Et on voit que c'est beaucoup plus technique, plus détaillé. Par stade, par ville, par phase de poule, les différents cas de finale et autres, c'est un document assez travaillé. Mais il est fake. On dit qu'il est fait parce que personne, en réalité, le COCAN n'assume pas cela, dit que ça ne vient pas de lui. Certes, ça peut. Moi, je pense plutôt que normalement, l'exclusivité de l'annonce des prix des billets pour les matchs, c'est du ressort de la CAF. Et comme ça a fuité, c'est-à-dire que le COCAN ne soit pas responsable de ce document-là, mais que ça fuite, ça montre un peu un certain amateurisme. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui les canaux de communication sur les informations officielles de la CAN. Alors, et c'est inquiétant. Ouais. Herman, vous dites que le document a fuité. Aucun document n'a fuité puisque la CAN dit qu'il est fake. Oui, mais quand je dis qu'il a fuité, ça veut dire qu'on ne peut pas, dans un événement aussi important qu'on organise, que les organisateurs... Et il viendrait d'où, selon vous, puisqu'il aurait fuité? Que les organisateurs ne puissent pas maîtriser toute la communication autour de cela. Parce que ce document, comme je dis, il est assez détaillé. Daouda, Barry, Herman estime que c'est un document détaillé qui pourrait provenir, n'est-ce pas, du COCAN. C'est cela, c'est ce que vous dites, Herman. Exactement. Voilà, Herman dit que ce document dit fake pourrait provenir du COCAN, alors que celui-ci dit non, et la CAF sort un communiqué avec les vrais prix. Dieu merci, il dit il pourrait. Il conditionne. À partir du moment où le COCAN dit qu'il ne reconnaît pas le communiqué, pour moi, on n'a plus d'éléments factuels pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Pour dire que c'est vrai du moins. Il estime que c'est bien présenté, bien détaillé mais et tout cela. Aujourd'hui, il y a des pirates qui peuvent faire un travail remarquable comme celui-là et puis le diffuser, faire comme si c'était le COCAN qui en était l'auteur. Mais je veux dire qu'à partir du moment où l'institution elle-même dit qu'elle ne reconnaît pas, comment dirais-je, le travail qui a été fait, je pense qu'il faut s'en tenir à la communication officielle. Mais là où je voudrais un peu intervenir aussi, c'est d'attirer l'attention du COCAN pour qu'il puisse vraiment accentuer la vigilance. Parce qu'on a vu au niveau de la billetterie, lors des 2 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, il y avait eu des polémiques où on a dit que des gens ont vendu des billets alors qu'ils ne devaient pas les vendre. Il y a eu tout ce problème-là. Et à tout problème, il y a une solution. Parce qu'un problème sans solution, c'est que le problème est mal posé. Je pense qu'ils sont aguerris, ils sont outillés, mais ils doivent multiplier la vigilance pour ne pas qu'on puisse nous reproduire ce qui s'est passé il y a 1 mois. Parce que là, on a 2 matchs à venir déjà. Avant la CAN, il y a 2 matchs à venir. Tout ça, c'est des dispositifs pour tester, comment dirais-je, la fiabilité du processus
Donc, il faut accentuer, comment dirais-je, le sérieux dans le travail, mais aussi il faut accentuer la communication surtout. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, hier, quand je rentrais, des amis m'ont appelé pour me demander mais où on peut se procurer les billets. Ça veut dire que déjà l'information qui a été liée là était déjà passée. Ouais. Donc, il faut accentuer la communication parce que là, on voit que les prix, il y a un gros écart entre les prix qu'il y avait hier. Alors, les prix de la CAF, c'est 5 000, 10 000 et 15 000. Voilà, donc c'est le moment pour que le COCAN prenne son bâton de pèlerin et il puisse communiquer, expliquer aux Ivoiriens qu'en réalité, ce sont ces prix-là. Parce que d'aucuns aussi pensent en griffe que les pelouses, les stades de l'intérieur du pays ne devaient pas avoir le même prix que ceux d'Abidjan. Il y a toutes ces questions-là, en fait. Daouda, votre point de vue sur la question? Bon, moi, à l'analyse des faits, je pense que je peux comprendre, même s'il n'aime pas que je dise comprendre le point de Herman, mais moi, j'estime que pendant 2 jours, malheureusement, Alain et Élisée ne sont pas là. Quand moi, j'ai vu cette affiche sortir avec ces prix de 3 000, de 2 000... Vous avez douté? Non, pas que... D'abord même, j'ai douté. Mais ça m'a fait sourire parce que... Pourquoi? On se plaignait qu'il n'y a pas d'engouement autour de la CAN. Mais quand moi j'ai vu cette fiche, je me dis, ah, il y a engouement. Parce qu'effectivement, pourquoi je parle d'engouement? Je suis sûr que finalement, quand le communiqué officiel est sorti, pour nous dire, ce n'est pas 3 000, ce n'est pas 2 000, c'est 5 000, 10 000, 15 000, ça veut dire clairement que des Ivoiriens tapis dans l'ombre sont en train de militer de sorte à ce que l'accès au stade soit accessible à tous. Pour moi, il y a engouement. Mais la deuxième chose qu'il est important de notifier aux uns aux autres, c'est de dire aux gens aujourd'hui de ne s'en tenir qu'à l'information qui vient des canaux officiels. Parce que, Herman, c'est vrai que tu dis que ça aurait pu fuiter, mais on a l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tout est possible sur Internet. On a vu des gens attribuer des discours à Emmanuel Macron, attribuer des discours à Joe Biden, attribuer des discours avec des chartes graphiques du ministère, de la présidence, tout et tout. Tout est possible. Donc, je veux dire, si on s'en tient, c'est-à-dire que quand on voit une information, c'est le lieu pour nous aujourd'hui là d'éduquer nos concitoyens à la vérification de l'information. Tu vois une information. Moi, j'ai vu l'information sur une page Facebook qui, souvent, fait beaucoup de fake. Fait beaucoup de fake. Donc pour vous, c'était déjà... Pour moi, quand j'ai vu là-bas, il dit, tant que je n'ai pas vu ça sur la page du COCAN, je n'ai pas vu ça sur le site du ministère des Sports, je n'ai pas vu ça sur le site de la primature, je n'ai pas vu ça sur le site de la présidence ou le site de la CAF. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Alors, Herman, ils ont expliqué. Oui. Du moment où le COCAN vous dit, on dément cette information, c'est du fake. Comment pouvez-vous insister sur le point que ça pourrait, cette information de 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, pourrait provenir du COCAN? Moi, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que le COCAN puisse arriver, permettre à ce qu'on arrive à des informations sensibles comme ça, qui soient des informations qui soient fake. Et tout à l'heure, c'est le point que quand je dis pas de l'amateurisme, c'est justement pour ça. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir d'autres informations. C'est parce que les gens ne savent pas où exactement aller prendre l'information officielle que les gens prennent leur appétit avec ces genres d'informations. Nous tous là, lorsqu'on a vu l'information hier, ce fake là, on l'a tous partagé auprès de nos trucs. Ah bon? Parce avec la charte, c'est pas une information. Et puis regardez le timing. C'est lorsque il y a eu le temps mis pour déclarer que c'est un fake. Ça a mis du temps. Normalement, cette information, dès que ça commençait à être diffusé, si ça ne venait pas des laboratoires du COCAN, à la minute, dans les 30 minutes, on aurait pu les contenir. Heureusement, Herman. Aujourd'hui, c'est vrai que le COCAN dément, dit que ce n'est pas un document qui provient de lui. On peut accepter que ça soit fake. Mais je vous dis que ce document-là, on peut ne pas l'assumer aujourd'hui, mais ça doit provenir de quelqu'un qui avait certainement cette information. Et comme le timing, parce que c'est la CAF qui devait donner cette information, et certainement la CAF a interpellé le COCAN, les gens sont revenus sur... Heureusement, on boucle ce point. On avance. On boucle ce point. On retient que les tarifs des matchs de poule communiqués par la CAN, c'est 5 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, on s'appesantit un peu sur les prix. Que pensez-vous des prix? Est-ce que ces prix-là sont de nature à ce que, justement, tout le monde puisse venir
puissent participer donc à la grande fête, à la CAN de l'hospitalité. Est-ce que le grand public peut avoir accès à ces prix, surtout que c'est sur tout l'étendue du territoire, Herman? Mais moi, 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs pour un accès à un stade, pour un événement aussi important comme la CAN. Celui qui désire aller suivre un match de la CAN, c'est parce qu'il veut marquer son moment, son moment avec cet événement-là, de façon historique. Donc 5 000 francs, 10 000 francs, je trouve que c'est intéressant. Mais où je ne suis pas forcément satisfait, c'est que, contrairement au document qui est DIFEC, on nous donne des paliers de prix 5 000, 10 000 francs et 15 000 francs, sans nous dire si c'est pour tel match d'ouverture, si c'est pour les matchs de phase de finale, c'est pour quelle catégorie, c'est versé comme ça 5 000, 10 000 francs, 8 000 francs. Est-ce que c'est pour le match d'ouverture? Est-ce que c'est pour les matchs de poule? C'est pas, je veux dire, techniquement, c'est pas détaillé. Selon vous, l'information n'est pas détaillée. Voilà. Mais les coûts, selon vous, pourraient... Oui, c'est bon. Oui, les Très coûts, bien. ça me va. Barry. Non, je pense qu'il doit, Herman, par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense que c'est précisé que les tarifs qui sont sortis là, c'est pour la phase de groupe en fait. Très bien. Comment vous appréciez justement moi, les coûts? En fait, moi, j'ai un hic. Je me situe dans le contexte. Actuellement, on est dans un contexte un peu difficile sur le plan économique. On a refait tous les cours de géopolitique et tout. Ce qui est sûr, on sait que les Ivoiriens vivent dans une situation où la vie elle est un peu chère. Donc pour moi, peut-être qu'à Abidjan, c'est plus facile parce que c'est une zone urbaine pour que les gens puissent payer les 5 000 francs. Mais je veux dire, et l'agriculteur qui se retrouve à San Pedro, qui veut aller voir le match des éléphants, et le jeune homme qui n'a pratiquement pas d'emploi. Il aurait fallu une stratification voilà, des prix. pour moi, il fallait stratifier, surtout par rapport au contexte économique. Parce que c'est vrai, 5 000 francs, quand vous êtes de la classe moyenne, vous pensez que c'est peu d'argent. Mais en réalité, pour la majorité des gens aujourd'hui, ils ont peut-être les 5 000, ils ont peut-être les 10 000, ils ont peut-être les 15 000 francs. Mais avec leur niveau de vie, ils préféreront peut-être orienter les 5, 10 000, 15 000 francs dans une autre poche de dépenses que d'aller voir un match de foot. Alors que si le prix... Il est par exemple abordable. On a vu les matchs des éléphants par exemple récemment. Il y avait des tickets de 2 000 francs. Je pense qu'il y a eu de l'affluence au stade. Et ça, c'est à Abidjan, pas à l'intérieur du pays. Donc il faut tenir compte de la réalité économique du pays actuel. Daouda, il faut tenir compte de la réalité du pays. Il parle des tickets de 2 000 francs. Ça me fait penser à ce document fait. Anyway, on n'en parle plus. Mais comment est-ce que vous analysez justement cette grille tarifaire pour les matchs de poule? Non, moi, je m'aligne, je vais dans le même sens que Herman, parce que 5 000, 10 000 et 15 000, pour moi, c'est relativement abordable et acceptable parce que c'est une fête qui ne vient pas tous les années. Sur toute l'étendue du territoire. Voilà, ce n'est pas toutes les années que ça vient. La première fois, c'était en 84. Il a fallu 40 ans pour que la même fête revienne. Donc, il faut pouvoir profiter de cette fête-là, bénéficier de cette fête-là. Et puis, en fait, il faut pouvoir le faire, même si c'est une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, d'ailleurs, il tient à dire à Barry que la Côte d'Ivoire est une terre de football. C'est une terre qui est sportive. Donc, les gens iront au stade. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un problème avec le championnat national que les gens ont commencé à désister. Parce que tu parles de récession économique. On vit cette récession à nous tous. Mais c'est vrai qu'il y a des foyers qui ne font pas, il y a des concerts, oui, il y a des concerts de 100 000, des concerts de 200 000. Oui, il y a des gens qui y vont. Mais les concerts, excusez-moi, vous savez bien, quand on dit les concerts, c'est pas tout le monde qui part au concert de 100 000 francs. N'empêche, le problème c'est que 5 000... Là, c'est une fête. Oui, c'est une fête, justement, la fête. Et puis au-delà de tout, tu parles de 5 000. Peut-être que même s'ils ne payent pas, mais connaissant les entreprises ivoiriennes qui aujourd'hui sont impliquées dans cette canne-là, je suis presque sûr à 100% que des entreprises paieront des tickets pour des supporters. Et ceux qui ne travaillent pas. Voilà, et ceux qui ne travaillent pas. Christelle. Et ceux qui ne travaillent pas, Daouda. Mais c'est d'eux que je parle, justement. Très bien. Oui, Christelle. Pardon, Barry Herman et puis ensuite... Non, moi j'allais dire, il y a un thème que les Ivoiriens connaissent bien. Quand on parle de dénicacha, il ne faut pas dénicachariser. Ça veut dire quoi? Ceux qui nous regardent en dehors de Côte d'Ivoire, ça ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de la CAN un événement qui est un petit événement, qui a un coût que tous les badauds peuvent utiliser. Mais Herman... non, parce que c'est quoi? Le risque, même lorsqu'on vient à des tickets très bas, le risque, à des prix de tickets très bas, c'est que tout le monde, vous savez, aujourd'hui, il y a des concerts, on a vu des événements, des concerts avec des prix très abordables.
Les gens, il y a la qualité des personnes qui y arrivent. Il y a plein de petits pickpockets, il y a plein de personnes qui viennent créer cette menace de l'insécurité. Non, c'est un fait. Il y a bien la sécurité, puisque, enfin, je veux dire, toutes les parties prenantes, surtout au niveau de la sécurité, oui, mais si tu permets à un grand nombre de personnes avec un prix très bas de venir à un événement aussi important comme la CAN, et que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est-à-dire que si tu avais prévu un dispositif vous pensez que la sécurité à 100%, ne serait pas à tu niveau, seras Herman? obligé de penser à un dispositif de sécurité à 200%, voire 300%. Marie, votre point de vue, et puis on revient à Daouda, sur le point d'Herman, il estime que ouvrir et réduire donc des coûts, ça sera permettre aux badauds, aux pickpockets de participer. On prend bien des mesures. Et même ceux qui viennent à 15 000, 10 000 francs. Peut être des pickpockets aussi. Bon, enfin, je veux dire, ce n'est pas le point. Moi, ce que je veux dire à Herman, c'est qu'il ne faut pas être dans la nostalgie de l'embourgeoisement, en fait. Voilà, les Ivoiriens aujourd'hui, on est tous dans ce pays-là. On sait que la vie, elle est chère. Quand on me prend un concert, la salle la plus grande contient peut-être 6 000 places. Là, on parle d'un stade comme Ebimpe qui fait près de 60 000 places. On parle d'un stade Félix Houphouët-Boigny qui est autour de 29 à 30 000 places. Le stade de Boaké, 40 000 places. Donc, l'audience n'est pas la même. Je suis désolé. Maintenant, quand on me sort... Le stade Félix Houphouët-Boigny, 45 000 places. OK, 45 000 places en plus. Quand on me parle des pickpockets, mais la sécurité, elle est là pourquoi? Et qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y a pas en griffe des voleurs qui vont payer un ticket de 20 à 30 000 francs pour rentrer, juste pour se faire la fête dans la poche des gens? Donc, ce n'est même pas lié, en fait. Mais Barry, en fait, moi, je comprends ton point. Je comprends ton point, ton cri de cœur à l'endroit des uns et des autres. Mais cette CAN-là, nous ne sommes pas le premier pays à l'avoir organisée. Nous ne serons pas le dernier pays à l'avoir organisée. Faisons, en fait, pour parler des prix, faisons un benchmark de ce qui s'est passé ailleurs. Et les prix pour l'accès au stade, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe les prix, c'est la CAF. Et cette compétition-là n'appartient pas strictement à l'État de Côte d'Ivoire. Ça appartient aux Africains. Donc, c'est les Africains, après, ils se sont assis, ils ont fait beaucoup de pays, les prix ont été homologués selon la CAF. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce que la CAF dit. Non, c'est vrai qu'on veut faire du social, mais franchement, ce n'est pas aussi la charité. On ferme ce sujet. Herman, on ferme le sujet. Permettez. Donc, on retient que les prix homologués, 5 000, 10 000, 15 000. En attendant, peut-être que la situation évolue. Pour l'instant, on en reste là. Messieurs, observons maintenant le point des infrastructures. Le 15 décembre, toutes les infrastructures devront être livrées, n'est-ce pas, à la CAF. Les clés devront être remises à la CAF. Le 17 novembre, nous avons le match à Ebimpe, voilà, Côte d'Ivoire, Seychelles. Pensez-vous qu'on sera prêt à donner des infrastructures sans qu'il y ait des retouches? Moi, je pense que, de toute façon, on a vu, tous les stades ont été quand même testés. Comment on appelle Ebimpe a raté son jour de test. Avec cette pluie inattendue, les travaux ont été faits. On a vu même le Premier ministre dans une chasuble qui était bien habillé pour la circonstance, se balader sur la pelouse. On veut voir. Donc le 17 novembre, nous tous on attend ce que va donner le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Et moi-même ce jour-là, je prie qu'il y ait une forte pluie pour qu'on puisse tester. Herman. Non, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, que ça va être prêt. Pourquoi vous voulez la pluie? Il peut y avoir des matchs sans pluie. Et puis, tout va bien se passer. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on veut savoir si, comme il y a eu la pluie et que le match s'est arrêté, on n'a pas pu continuer, est-ce que ce problème il est résolu? Or, pour savoir si le problème est résolu, il ne s'agit pas que ce jour du 17 novembre, qu'il y ait un soleil clément, et puis tout va bien se passer, on va croire que ça se passe bien. Et maintenant, au match d'ouverture, il pleut et on arrête. Il faut qu'on ait un bon test et je prie encore une fois qu'il pleuve ce jour-là pour que lorsqu'on va tester avec cette pluie, comme on a vu dans le cas de Félix Houphouët-Boigny, ça s'est bien passé malgré la pluie. Et après cela, on sera beaucoup plus rassuré. Barry, Herman estime qu'il faut qu'il pleuve. Ce sera donc un de ces sujets de prière. Il faut qu'il pleuve. C'est un géographe.
de voilà, il est formation, géographe, donc il aime il la sait pluie. comment, voilà. Il faut qu'il pleuve pour que la Côte d'Ivoire et le monde entier soient rassurés que tout va bien et Bimpe. Non, j'espère que les leçons ont été tirées parce que je pense qu'au stade des Bimpe, il y a eu problème. Mais les autres stades, le stade Félix Houphouët-Boigny, il y a eu une pluie à la veille d'un des matchs. Le match s'est joué, il n'y a pas eu de problème. Le stade de Boaké, il n'y a pas eu de problème. À Korogo, ils ont testé, il n'y a pas eu de problème. À San Pedro, c'est Ebimpe qui était le problème. Mais moi, je commence à être rassuré, pas forcément seulement pour le stade, mais à Ebimpe, il y avait un problème d'accès qui avait été soulevé parce qu'à Bobo et à Yopougon, il y avait des travaux. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'échangeur de Ndotré a été ouvert, même s'il n'a pas été inauguré. Celui de Makassi a été ouvert naturellement. Et la ministre maire la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara, a dit que l'échangeur de la mairie sera ouvert début décembre. Donc, je suis rassuré à ce niveau-là. Maintenant, comme il l'a dit, tout le monde, tous les Ivoiriens, tous les Africains attendent le match qui va se jouer à Ebimpe. Et j'ose espérer que cette fois-ci, les leçons, les enseignements ont été tirés parce que l'entreprise qui s'occupait de la pelouse a été changée. Et on a pris une entreprise qui avait déjà fait ses preuves à Yamoussoukro. Donc, on espère que le travail il a été fait. Daouda, nos yeux rivés donc sur Ebimpe, on prie, on espère en tout cas que tous les travaux qui ont été faits pour rénover cette pelouse-là vraiment vont donner un bon résultat pour que la Côte d'Ivoire ait une belle prestation ce jour-là avec le Seychelles. Pour ceux qui se rappellent ici, j'ai été toujours celui qui a été le plus optimiste. Si, on se rappelle. Pendant que, avant le départ même du Premier ministre Patrick Hachi, il disait que tout va bien. Tous les infrastructures seront livrées à temps. Parce que vous savez, le stade qui inquiétait tout le monde en Côte d'Ivoire ici, peut-être que si les gens veulent le reconnaître, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui inquiétait tout le monde. Mais finalement, c'est le stade qui a surpris toute la Côte d'Ivoire. Histoire, aucun problème, tranquille. C'est le stade qu'on disait qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Et Bimpe. Et Bimpe, je pense que le dernier communiqué de la CAF qui a plus ou moins cloué l'ex-ministre des Sports, M. Claude Daon-Paulin, ils ont été clairs. Ils ont dit, en termes d'infrastructure, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'était la pelouse. Et je vais joindre mes prières aux prières des man, de sorte que le 17, il faut qu'on ait une pluie pour pouvoir tester ce stade-là. Non, sérieusement, on est en train d'en rire. On ne peut pas tester avant, Daouda. C'est pas qu'on teste avant ou après, ou je ne sais pas quand, mais c'est le jour où on doit le tester, il faut qu'il y ait une pluie. Parce qu'on est en train de jouer, on rigole avec ça. Mais c'est le stade qui porte le nom du président de la République. Non, franchement, c'est un symbole assez fort. C'est pas avec ce stade-là qu'on doit s'amuser. Si même on pouvait créer une pluie, je ne sais pas, envoyer comment l'eau. Envoyer qui? Peut-être des pompiers qui allaient tirer de l'eau pour que ça soit sur le stade pendant qu'ils jouent. Pour donc il faut faire les tests avant. Sérieusement, il faut qu'on fasse quelque chose parce que la cérémonie d'ouverture de cette canne-là va se tenir dans ce stade-là. C'est très important. C'est très, très, très important. Regardez, stade Alassane Ouattara, ce n'est pas de l'amusement. C'est le nom du président. On ne joue pas avec ça. Le président à lui seul, c'est une institution. Bien sûr. Donc franchement, il faut que les gens, il ne faudrait pas qu'ils s'amusent avec ce stade-là. Voilà. Barry, on comprend bien le point de Daouda. Au-delà du nom du président de la République, moi je dirais que c'est le plus grand stade. C'est le stade qui est censé accueillir la finale et le match d'ouverture. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de ce stade-là et on sait que ce n'est pas la première fois. Il avait été inauguré en grande pompe, après fermé pour travaux, réouvert et Dame Pluie a décidé de tester la pelouse pour un arrangement confidentiel, mais finalement, vu que c'était filmé, on a tous compris que c'était une catastrophe. Est-ce que vous rejoignez le point de Daouda qui a dit qu'il faut même le tester avant? Non, moi je suis d'accord. Il faut le tester pour être à l'abri des mauvaises surprises. Et on peut rafistoler rapidement deux, trois choses avant. Le problème, c'était quoi? C'était la pelouse et c'était le système de drainage. Donc, je comprends quand Herman et Daouda souhaitent la pluie. Parce que c'est ce qui peut nous permettre en réalité de savoir est-ce que le système de drainage, il est réglé. Est-ce qu'on peut jouer sous la pluie? Parce que c'est là l'inquiétude. Maintenant, au-delà même de ce que tu es en train de dire, on parle l'inquiétude que tu soulèves. Cette CAN a été reportée parce qu'on devait la jouer en juillet où on était en pleine saison des pluies. Ça fait 9 ans en tout cas qu'on a la CAN. Oui, on devait jouer ça en juillet. C'est ça. On se rend compte qu'il y a un dérèglement climatique. Aujourd'hui, à Abidjan, il pleut à n'importe quel moment. Même hier encore, il a plu. Donc finalement, il faut se prémunir. Mieux vaut prévenir que guérir. Il
faudrait pas que, pendant que la Côte d'Ivoire va accueillir le monde entier, les yeux du monde seront rivés sur la Côte d'Ivoire, que j'estime que le match contre le Mali, c'était une petite honte. La grande honte, il ne faudrait pas la voir pendant Et on ne la l'aura Côte pas. Voilà. On ne l'aura pas. Messieurs, Faudrait pas l'avoir. on va terminer sur ce chapitre-là. On n'aura pas de honte, en espérant que ça sera testé avant, mais en tout cas le 17, on aura un beau spectacle. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Parlons maintenant, revenons sur le point de la mobilisation, messieurs. Hier, nous étions justement avec M. Anongba de OBV qui disait, pour la mobilisation, on est un peu en retard. Et vous aussi, enfin certains sur ce plateau ont toujours clamé qu'on était en retard. Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Herman va défendre Non, mais moi, leur je suis là. point. Barry Oui, est là. oui. Alors, On Herman, est en retard, oui. est-ce que vous êtes toujours sur votre point de « nous sommes en retard, on ne sent pas dans la ville, Non, c'est c'est pas son compliqué, vraiment on ne sent pas qu'il y a la canne, ça ne bouge pas ». Vous insistez sur ce point-là, Herman. Effectivement, on sent qu'il y a les gens sentent qu'il y a la Ça canne. commence à bouger, selon vous. Ça bouge. Mais hier, parce que souvent, techniquement, il y a certains aspects que nous, on peut ne pas voir. Mais hier, avec l'entretien qu'on a eu ici avec M. Anongba de la marque OBV, par exemple, qui parlait de ce qu'on pouvait faire autour. On pouvait quand même, on a raté le coche de la rentrée scolaire. Ça, je pense qu'un événement, on ne devait pas rater On cela. a raté déjà. On a Parlons de ce raté. qu'on peut faire, Herman. Donc, actuellement, il y a quand même les brandings. Effectivement, il faut qu'on puisse voir avec les entreprises, dans les collectivités, tout on devait pouvoir le faire. Même Noël arrive, il faut ceux qui vont... Le transport, les bus, les abribus, partout quand même on doit voir la CAN 2023. Il faut que, on n'a pas, je sais qu'on a perdu quand même assez de temps, mais ils n'ont qu'à faire cet aspect-là. Aujourd'hui, on voit que la communication, la mobilisation autour de la CAN, c'est essentiellement institutionnel. On voit le Premier ministre faire beaucoup de choses, on profite de ces actions qu'il mène et autres là pour communiquer là-dessus, mais il faut vraiment qu'on sente dans la vie. La mascotte qu'on ne voit presque jamais. La mascotte, ce n'est pas pour l'inauguration. Comment vous ne la voyez presque jamais? On ne la voit presque jamais. Elle devait pouvoir se tourner dans les écoles, tout cela, pour qu'on communique là-dessus. Barry, Herman estime que la mascotte est pratiquement invisible. Il m'a justement dévancé, parce que c'était là mon propos. La mascotte. On ne la voit pas. On devrait la voir où? On devrait la voir dans les grandes artères de la ville d'Abidjan. Les grands espaces d'événements qu'on connaît habituellement. Elle devait être là pour qu'on puisse la présenter aux Ivoiriens. Il y a des gens, peut-être même ceux qui ne suivent pas trop la télé, qui ne savent même pas à quoi ressemble la mascotte. Mais comment, Barry? Non, mais c'est une réalité à part sa sortie à l'université Félix Houphouët-Boigny et puis à l'université Nangui à Brogoua et sa présentation officielle. Qui l'a vu? Peut-être que c'est prévu peut-être à la fin de ce mois. Vous qui bougez beaucoup à Abidjan, est-ce que vous l'avez croisé? Bien sûr que j'ai vu la mascotte. Bien sûr, lors des événements, bien sûr. Lors des événements, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que, comme vous le dites, on aurait peut-être aimé la voir. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour cette mascotte-là d'être vue? Herman parlait de la communication, d'un grand branding. Abribus, les transports, les grandes entreprises arboraient déjà les couleurs de la Côte d'Ivoire. Les grandes artères. Les grandes artères. À ce niveau-là, selon eux, ça ne bouge pas. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Bon, je pense que Herman a assurément dû réorienter sa prise de position. Parce que si tu te rappelles, avant-hier, tu disais que les gens font l'amalgame entre la communication et la mobilisation. Voilà. Pour moi, je pense que si vous avez remarqué, les derniers événements qui ont succédé jusqu'à ce qu'il y ait qu'on appelle ça, un remaniement ministériel, il y a de véritables challenges qui attendent le gouvernement. Donc chacun est en train de régler ses problèmes-là plus ou moins. Pour la question de la mobilisation, moi je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les uns et les autres mettent la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, Daouda? Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes au plateau, peut-être que je n'ai pas encore voyagé ces temps-ci pour aller à Boaké ou bien à Daloa et autres, mais quand tu es de chez moi au plateau, j'arrive à voir les pancartes publicitaires et autres. Il n'y a pas que le plateau, Oui, Daouda. je sais, il n'y a pas que le plateau, mais je veux dire, les choses vont aller crescendo. Pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, mais je vous assure, selon le dernier recensement général de la population, 73% de la population ivoirienne est jeune. Et dans ces 73%, les chiffres des réseaux sociaux nous le disent clairement, la moitié de ces 73% utilisent les réseaux sociaux. Mais allez-y là-bas, ça bouillonne, ça bouge. Mais là, même dans les autres États, ça bouge. Mais je veux dire, attendons de voir. Moi, je veux dire, attendons de voir les premières équipes
fouler le sol ivoirien, vous n'allez pas connaître les Ivoiriens. Vous serez surpris. Mais je suis sûr que je vous comprends. Effectivement. Est-ce qu'il a terminé? Non, vas-y, il peut aller. Effectivement, jusqu'à Sur hier. les réseaux sociaux, Herman, ça Non, bouge. je l'ai déjà dit. Il a dit au ce point-là, plateau, ça bouge. je l'ai déjà. Sur la question de la mobilisation, je dis que ça bouge. Mais l'intervention de M. Anoumba m'a permis de voir d'autres aspects sur lesquels on n'est pas. Non, il y a des aspects, financiers qu'on a ratés. Par exemple, l'aspect économique, la rentrée scolaire, par exemple, qu'on a raté. On l'a dit, Oui, on l'a déjà dit. Donc, je veux dire que sur ces aspects-là, on peut rattraper. Il y a plein d'autres choses encore à faire. Bien. Il y a Noël qui arrive. Il a parlé ici de Noël. Les jeux qu'on va acheter pour nos enfants à la maison doivent pouvoir être bandés de la canne. Ça, on peut juste un petit truc rapidement, si tu permets. En fait, moi, je veux dire aujourd'hui, la mobilisation pour la CAN ne doit pas être de la seule responsabilité du COCAN ou bien de l'État, du gouvernement. La mobilisation pour la CAN doit être la responsabilité de tous les Ivoiriens. C'est que n'importe où nous nous trouvons, dans n'importe quel quartier, n'importe quelle discussion se trouve, il faut toujours placer la CAN. Parce que cette CAN-là, c'est la CAN des Ivoiriens. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, excuse-moi, il y a une question de rentabilité de la CAN. On a sorti plus de 500 milliards de francs CFA pour nous offrir cette canne-là. On pourrait, à côté de cela, voir certaines activités qui peuvent nous rapporter. Donc, même quand c'est de la responsabilité de tout le monde, il faudrait que cela soit structuré par ceux qui sont les maîtres de jeu. Peut-être que nous sommes dans un agenda et que les choses vont se faire crescendo. Ça bouge un peu. Voilà. On est à 60 jours de Pour l'instant, messieurs, nous avons une mascotte, n'est-ce pas? Nous avons des universités qui ont commencé, on la voit. Nous avons des universités qui ont commencé à être activées. Regardons, observons, et ça va bouger au fur et à mesure. Mais déjà, il faut féliciter tous les Ivoiriens qui, sur leur réseau, parlent de la CAN, ceux qui qui portent déjà les couleurs. Vous ne portez même pas les couleurs orange, blanc, vert en plus. Il a un orange frélaté. Alors, on va changer rapidement de sujet. On quitte le sport pour s'intéresser à madame, monsieur, à la fonction publique. Alors, on a un déficit de personnel enseignant. Premier point. Et le second point, c'est que nous avons 1752 agents en attente d'affectation. Quelle performance d'une administration dans ces conditions? Daouda, au niveau du personnel enseignant manquant, essayons de faire un point de situation avec vous. Que se passe-t-il pour qu'on puisse justement avoir un déficit à ce niveau-là? Non, déjà, il faut dire les choses de façon claire, en fait. Il y a des gens qui ont passé les concours pour entrer à l'ENS ou bien pour être enseignant au CAFOP et autres. Finalement, ils doivent aller enseigner. Mais après, comme ils sont fonctionnaires, ils ont des numéros de matricule, après, il y en a qui viennent dans l'administration publique. Or, il y a un décret de 1976, en fait, qui dit que quand on est enseignant et qu'on décide d'aller dans l'administration publique, en réalité, on doit vous reclasser. Parce que ce qui se passe, les enseignants du secteur public ont un traitement spécial. Ils ont un indice qui est très élevé. C'est ça. Donc, avec le salaire qu'ils ont en surplus, si ces enseignants-là viennent se retrouver dans l'administration publique en train de faire des tâches administratives, parce que le décret dit que si tu n'as pas un poste de responsabilité, que c'est juste pour être simple agent, autant que tu ailles dans ton lieu, comment on appelle ça, d'enseignement. Bien sûr. Vous comprenez un peu. Mais aujourd'hui, les gens viennent remplir l'administration publique, ils sont là, pendant que sur le terrain, on a un déficit de professeurs de sciences, professeurs de maths, professeurs de ceci, on se plaint. Donc je pense que dans les discussions entre la ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la fonction publique, ils ont décidé de mettre tout ça au plat. Maintenant, pour ce qui concerne les agents qui sont en attente d'affectation... On reviendra là-dessus, Daouda, avec vous encore. Herman, comment comprendre que des enseignants, justement, puissent laisser leur lieu d'affectation et se retrouver ailleurs? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? D'abord, c'est parce que le système le permet de faire ces mouvements-là. Mais en même temps, mobilité en interne. Cette mobilité en interne, c'est parce que le système le permet. Si ça ne le permettait pas, il n'allait pas chercher à aller ailleurs. Mais en même temps, il se trouve qu'il y a des agents, on a eu nos diplômes, on a passé le concours, on a eu les concours, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des services, quand tu es là-bas, même si tu as un niveau catégoriel qui est très bas, tu te retrouves avec des primes comme des gens qui sont de haut cadre. C'est-à-dire, Herman? Je prends un exemple. Aujourd'hui, les régies financières, c'est pas ça. On ne sait pas par quel mécanisme. En tout cas,
eux, ici, ce sont les privilégiés de l'État. Il y a des agents qui sont à un niveau catégoriel qui est bas, mais ils se retrouvent avec des primes trimestrielles qui dépassent souvent des salaires de cadres supérieurs dans les autres services. Donc cela, ça crée quand même une envie aux autres fonctionnaires qui sont des fonctionnaires. Il y a un amalgame. Il y a un amalgame. Oui, il y a un amalgame parce que l'autre, c'est la fonction publique. Ça n'a rien à voir même. Mais donc, non, laisse-moi terminer. Mais tout cela, ça cherche à... Les histoires de primes qui ne sont pas homologuées donnent des envies à d'autres enseignants, à d'autres fonctionnaires d'aller voir ailleurs. Donc, je comprends, enfin, pour bien comprendre, hein, selon vous, tout le monde fait les yeux doux à certaines régies financières parce qu'on aurait peut-être là-bas des primes, c'est cela? C'est même pas seulement les régies financières, il y a d'autres... Certains ministères, au ministère de la Construction et autres, là, il y a des primes, mais il y a des ministères où il n'y a pas de primes. Or, les gens travaillent, ils prennent aussi des risques, mais on ne sait pas comment eux, ils n'ont pas ces primes trimestrielles qui puissent leur permettre de vivre. Je fais une précision à Herman, rapidement, si Daouda, parce que ce dont tu parlais, ce n'est pas totalement faux, mais là où il faut faire des précisions, c'est que même quand c'est les enseignants dont tu parles, quand ils se retrouvent dans ces régies financières, puisque leurs primes sont souvent payées à l'indice, c'est encore très élevé. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour dire que l'État dit... On dit alors la même chose. Oui, l'État dit simplement, si tu décides de venir de l'administration publique pour venir faire des tâches administratives, on te reclasse au même titre que quelqu'un qui fait des tâches administratives. Donc ton indice là, pour l'enseignement, on le laisse. C'est ce qu'on dit. Je note après tout ce qui a été dit que le système n'interdit pas les mouvements au niveau de l'administration. Déjà, le système ne permet pas. Quand je vois l'intitulé du ministère, on dit ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce qui veut dire que les autorités sont conscients qu'il y a des problèmes. Et quand on voit un peu ce qu'on appelle le management stratégique de l'administration publique, c'est quoi? Les principes, c'est prévoir, c'est organiser, c'est coordonner, c'est commander et contrôler. Donc, il faut actionner ces principes-là pour permettre d'améliorer l'état que le système pose. Parce que là, tout à l'heure, tu as cité les enseignants, on va revenir dessus. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il faut anticiper sur toutes ces choses-là pour que le ministère ne soit pas pris au dépourvu, en fait. Très bien. Alors, parlons d'anticipation, Daouda. Quand quelqu'un part, on devrait automatiquement le remplacer. Pourquoi on se retrouve justement avec des personnes qui partent et on a l'impression qu'on n'a pas de backup, il n'y a personne pour les remplacer et on se retrouve toujours en déficience. Quelqu'un qui était professeur d'histoire-géographie, par exemple. Non, n'allons pas sur l'histoire-géographie, parce que bon, il y en a beaucoup. Oui. Mais allons sur le professeur de sciences. Alors, il est professeur de mathématiques ou de physique. Professeur de mathématiques, vous savez que généralement... Quelque part. Et il part. Les mathématiques, c'est assez... Non. Oui. En Côte d'Ivoire, c'est assez difficile. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails en disant que je maîtrise tout, mais souvent dans beaucoup de lycées et collèges, il y a déficit des professeurs. Même quand ils ne sont même pas dans l'administration publique normale, je veux dire, les tâches administratives, il y a déficit. Vous comprenez un peu. Mais si le peu qui est encore là-bas doit encore venir se retrouver dans l'administration, dans les tâches administratives, tu as dit quelque chose qui est important. Ce n'est pas interdit. Mais ce qu'on te dit, si tu décides de venir, il faut que tu acceptes la rigueur de la loi en acceptant d'avoir le même salaire, le même grade et le même titre que ceux qui font Daouda, d'accord, il a accepté. Oui. Mais le point là, c'est qu'il faut anticiper sur le remplacement, parce qu'il l'a dit tout à l'heure. Moi, j'insiste sur le remplacement. Quand il vient, ok, vous le mettez donc à niveau de tout ce qui est établi comme processus, mais qui le remplace à sa place en fait? Non, mais justement, il y a des gens qui sont formés. Toujours, il y a des gens qui rentrent à l'ENS. Mais là, on se retrouve en déficit. Tu te rappelles que la dernière fois, on a reçu un enseignant sur ce plateau ici, exactement, qui disait qu'eux, ils ont envie de rentrer dans finalement, ils ne sont pas à l'aise. Il y a eu même un débat sur le plateau entre nous ici, puisqu'ils ne veulent pas rester, ils estiment qu'ils n'ont pas de bonne situation et autres, ils ne vont pas être dans l'administration publique. Donc c'est pour éviter toutes ces problématiques-là, parce que chacun choisit aussi son travail. Voilà, en fonction de ce que... La fonction publique devrait-elle revoir le statut de tout cela, Herman? Moi, ce qui m'inquiète, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a déficit, c'est comme s'il n'y a pas de candidats étudiants qui veulent aller être professeurs de mathématiques, de sciences de la vie et de la terre ou de physique, chimie. Très souvent, ils sont là. Le système, même quand tu prends au niveau de l'université, le véritable problème qu'on ne veut pas que les gens refusent, c'est qu'ils sont formés de façon, j'ai dit ça ici, leur formation aujourd'hui est beaucoup théorique.
Ils n'ont pas de laboratoire. En sciences, ce n'est pas comme les sciences sociales où on peut spéculer sur des notions Comme le français de littérature ou l'anglais, et par autres. exemple. C'est des trucs, il faut du matériel d'accompagnement. Tant que tu n'as pas fait des expériences, la démarche cartésienne, elle a besoin de laboratoire. Si on n'a pas pu faire ça, ce sont des gens qui sont mal formés d'abord. Ça fait que souvent, quand ils seront fait peut-être les concours pour partir à l'ENS et autres, peut-être ils échouent. Et il y a aussi aujourd'hui, ils échouent. Donc aujourd'hui, il y a tout cela qui ne donne pas forcément envie au système. Et puis quoi? Est-ce que ceux qui vont souvent présenter ces concours-là, est-ce qu'il y a un système pour leur permettre de faciliter eux aussi leur admission à ces concours? Non, mais en fait, c'est deux. On juste termine. 30 secondes. Non, 10 secondes. Barry. 10 secondes. Oui. Les potentiels profs, on sait qu'en sciences, il y a des problèmes, mais il y a des étudiants. Oui. Je veux dire une chose. Combien d'étudiants de l'INPHB qui sont à la charge de l'État de Côte d'Ivoire vont travailler dans l'administration? Posez-vous la question. Vous verrez qu'il y a un problème. Et c'est sur qu'on cette évoque. question, justement, que nous allons juste prendre notre pause, Madame, Monsieur. On se retrouve juste après. Merci de nous rejoindre encore une fois sur Live TV. Le Grand Talk reprend toute sa place après la session info de Sharon Camara. C'était le 3 novembre dernier où 2 communiqués avaient donc ponctué l'attention de toute la classe politique qui annonçait l'arrestation de M. Soro Guillaume dans un pays de la place, en Turquie principalement. Et voilà, aujourd'hui, Jeune Afrique nous donne un article qui dit que son staff avoue de fausses pistes. Était-il attendu par une procureure générale pour l'arrêter à sa descente d'avion? Non. Était-il dans ce vol TK717 au départ de New Delhi? Non. Daouda, comment est-ce que vous réagissez sur ces points? On se rappelle bien que vous disiez que c'était pour vous un coup monté. Vous parlez de coup monté, moi je parle Jeune Afrique d'enfumage. apparemment peut-être vous rejoint. Pour ceux qui connaissent le clan Soro et leur méthode de travail et de communication, ils ont toujours été dans ce qu'on appelle l'enfumage. Et techniquement, quand tu regardes le communiqué, comment il est sorti, il faut dire les choses clairement. Avant même que le communiqué le sorte, pour ceux qui suivent Moussa Touré, son directeur de la communication sur Twitter, il en avait déjà parlé. Donc il y avait des pistes qui avaient été lancées ça et là. Pour quelqu'un qui avait un peu de jugeote, qui vérifiait un peu les faits, qui suivait les pistes, on allait se rendre compte qu'en fait, Soro aujourd'hui était dans ce qu'on appelle du saupoudrage. Parce qu'à la réalité, ce qu'il faisait simplement, c'était que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est parti en exil, on parle de Thiam, on parle de Bion, on parle de tout le monde pour 2025. Lui qui a des ambitions grand pour être président de la République, on ne parle pas de lui. Donc finalement, il faut qu'on parle de lui. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose pour faire entendre. Selon vous, c'était juste pour se faire voir? Pour se faire voir, comme à ses habitudes. Oui, on a entendu, on a vu finalement, quand il vient le dire aujourd'hui. Mon cher Herman, toi qui as voulu aller au coup de poing avec André. Alors, qui n'est pas là, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu disais que c'était vrai. Herman, la dernière fois, vous étiez sur ce plateau et vous teniez mordicus un débat avec André disant que vous êtes sûr que cette information était vraie et que vous êtes sûr les gens auraient voulu forcément l'arrêter, ça ne peut pas venir comme ça. Et voilà qu'aujourd'hui, Jeune Afrique démontre que les informations étaient fausses. Il faut d'abord que je précise que je n'ai pas dit que j'étais sûr que c'était vrai. J'ai dit il se peut que ça soit vrai. Parce que je ne peux pas comprendre que le directeur de communication puisse mentir ou bien trouver un scénario pareil. Aujourd'hui, en effet, tout laisse croire que c'était un fake. Tout porte croire. Ce sont des méthodes dont on sait. Ça, je l'avais dit même ce jour-là, si vous entendez bien, il a l'art quand même de camouflage. C'est quelqu'un, lorsqu'on se rappelle de ces années... Et vous avez fait allusion à la FECI. À la FECI, il a l'art de camouflage. Il peut utiliser ces méthodes-là justement pour pouvoir brouiller les pistes. Mais ce qui est clair, tout le monde sait, c'est que Soro Guillaume, par la procédure judiciaire contre lui en Côte d'Ivoire ici, tout le monde sait que les autorités ivoiriennes prendront plaisir à la voir ici. Donc, il est conscient de cela et il est quand même traqué. Donc, par moment, même quand il estime qu'il est dans une position de fugitif,
il crée, sa communication crée cela, mais c'est dommage qu'on puisse vous, maquiller. pourquoi la communication aurait créé cela, justement? Oui, mais parce qu'ils sont dans cet art de survie, dans quelqu'un qui est traqué, qui joue le Dans quel fugitif. objectif, justement? L'objectif, c'est quoi? C'est de passer une information comme quoi, les gars, je suis là. Au lieu de penser au saupoudrage, c'est certainement... Il craint que, comment on appelle là, il n'aime pas sa situation, où aujourd'hui, on sait bien qu'il est traqué. Il y a des, comment on appelle là, on pourrait le dire, le thème c'est quoi? Il y a quand même un mandat dans le secret d'arrêt contre lui. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui... Le mandat n'est pas secret, Herman. Il est officiel. Il y a un mandat d'arrêt international qui est connu. Oui, ça je sais, mais tu sais... Mais ce n'est pas secret. Oui, doucement. C'est ça l'information. Allons-y rapidement. Non, ce que je veux dire, aujourd'hui, Soro Guillaume, qu'on le veut ou non, tout le monde sait qu'il est traqué et que les autorités ivoiriennes cherchent à la voir ici. Donc, cela participe souvent à ces méthodes pour brouiller les pistes, pour ne pas qu'on puisse le saisir. C'est vrai, est-ce que c'est bien qu'il pense à ce genre de méthodes, que sa communication pense à ce genre de méthodes? Si c'est faux, moi, ce n'est pas là le débat. Très Mais bien. on doit admettre que Soro Guillaume, parce que sa traque est effectivement réelle concernant avec les autorités ivoiriennes ici. Daouda, je ne vais pas vous donner la parole parce que c'est en train de rire. Barry, Non, tu peux lui donner. réaction. Herman, je vous en prie. Comment réagissez-vous justement à cet article de Jeune Afrique qui dit que son staff avoue de fausses pistes, Barry? Ah, mais tu sais qu'en politique, chacun a sa stratégie. La propagande, la désinformation, ça existe en politique. Ce sont des stratégies pour certains acteurs. Par rapport à des contextes bien précis, ils peuvent créer la désinformation pour pouvoir exister dans l'espace public. D'ailleurs, moi, c'était ma perception. À mon sens, à l'époque, j'avais dit, parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays comme la Turquie, l'aéroport international d'Ankara, qui est sécurisé, parce que la Turquie, c'est une zone géopolitique très stratégique. Et actuellement, il y a des conflits au sud. Il y a des conflits en mer Noire entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui veut dire que l'aéroport, la sécurité, elle est renforcée. Comment est-ce que des policiers ivoiriens peuvent aller dans un aéroport? Procureur. Si on nous avait dit qu'ils ont essayé de l'éliminer, ça pouvait passer. Parce que dans le renseignement, ça se fait en fait. Les gens peuvent éliminer un individu qui s'identifie comme un individu à éliminer en fait. Nuisible, c'est possible. peut-être. Un individu, je ne dirais pas Bon, nuisible. Daouda, Je veux dire qu'une cible ça. peut être éliminée par des services de renseignement, ça se fait partout. Mais quand on dit qu'on veut, on va avec un procureur. Il y a des procédures. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut l'autorisation, la décision d'un tribunal pour pouvoir extrader quelqu'un. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, pour moi, à mon sens, le Premier ministre Soro et ses équipes ont défini leur stratégie pour exister dans les médias. La preuve, ils ont atteint leur objectif. On en parle, les médias en parlent, JA en parle. Donc, en réalité, le nom Soro Guillaume revient dans la communication. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis avec Daouda. Merci. Daouda, justement, parlant toujours de la communication, il a été annoncé que le dimanche, on aurait donc un grand oral de Soro Guillaume qui allait donc expliquer toute cette histoire de fausse ou vraie arrestation. Après votre point, allez-y. Moi, ce que j'ai fini par comprendre, et à l'analyse des faits, c'est qu'ils ont voulu nous faire avaler des couleuvres aux Ivoiriens. Et ils ont été pris en flagrant délit. Et dans quel but, Daouda, selon Oui, mais je veux dire, c'est eux seuls. Il faut, comme Soro va parler le dimanche en direct, on va lui poser des questions en direct pour qu'il puisse nous répondre. Parce qu'en voulant faire avaler des couleuvres aux Ivoiriens, dont eux seuls ont la raison, ils ont été pris en flagrant délit de mensonge. Et donc, il faut se rattraper. Pour se rattraper, on va trouver des pirouettes, comment on appelle ça, communicationnelles. Et je m'estime heureux que sur ce plateau, même si Herman est dans un acte de contrition assez difficile, on va l'accepter. C'est pas grave, tu t'es trompé de bonne foi. Non. Tu t'es trompé de bonne foi. Je peux. Alors, Si de bonne foi, tu t'es Très trompé. bien. S'il te plaît. Herman, rapidement. Mais moi ça me cœur un peu lorsqu'on veut juste voir dans tout cela cette envie d'exister dans Mais les si, médias. ça doit exister. Non, Permettez, Daouda, j'explique. qu'est-ce qui vous écoeure, Herman? Pourquoi est-ce que quand on parle enfin, ce scénario-là, on voit seulement cette envie d'exister dans les Pour médias. vous, ce n'est pas le Mais cas. ça C'était peut quoi, être, finalement? aussi Daouda, quel est des le- alertes Oui. pour dire que, ah les gars, ma vie est quand même en danger.
Ici, je ne sais pas. Moi, j'ai fait les deals. Les deals, ce n'est pas d'abord nous qui ne sommes même pas des menaces. Des menaces. Mais quand on fait les deals, c'est pas, je veux dire que ce n'est pas... Très bien. C'est pas, comment on peut le dire. Alors, Herman, on ne va pas te ramener à ton exil. C'est pas un Tout le c'est pas un S'il vous plaît, c'est pas un messieurs, s'il vous plaît, touristique. messieurs. Mais qui plus S'il est, vous plaît, s'il vous Sorogium, plaît. par sa Herman, qualité. rapidement, termine. Qui plus est, Sorogium, par sa qualité. Parce qu'on sait l'intérêt de l'avoir ici pour les autorités ivoiriennes. Quand il parle de quand il est dans ce genre de scénario-là, les gens veulent voir son envie Donc, d'exister. ces scénarios Ce sont existent ces menaces, c'est les alertes Herman. sur sa vie, des menaces sur sa vie, qu'il essaie de contourner comme ça, en brouillant les pistes, en créant ce genre de scénario. Mais qui lui Très en veut bien. autant? Daouda. Ben ça, pose-toi la question. Herman, vous n'avez plus la parole. Barry. Christelle, Oui, Barry. on dit qu'il y a un grand oral. On va attendre Les l'oral. équipes ont préparé le grand oral. Aujourd'hui, vous verrez que quand le Premier ministre Guillaume Soro va prendre la parole, le directif Facebook, peut-être que vous aurez 100 000 personnes, il a obtenu la lucarne qu'il voulait. Je ne le juge pas, loin de moi, mais c'est Pour une vous, c'est stratégie- juste la c'est une visibilité. stratégie C'est tout, il politique. veut exister. C'est pas mauvais en soi. C'est normal. En politique, ça se fait. Chacun définit ses priorités, il définit bien. sa stratégie Il y a- et il On trouve a les ce point. outils pour faire passer son combat. Juste un Mais petit c'est- bout. On a fini. Juste On a- un petit non, bout. non, non, Herman, non. Juste Non, un petit non, bout non. que je voulais Daouda, juste- on attend dimanche. Juste un petit bout. Avant Daouda. dimanche, il y a des artistes qui ont simulé des mariages dans ce pays-là pour avoir leur moment de gloire. Soro a simulé une arrestation. Daouda, vous l'avez déjà Finalement, dit. il a eu son moment de Daouda, gloire. vous Le l'avez dimanche, on va déjà suivre son live. dit. C'est de Guillaume Soro S'il vous qu'on plaît, parle s'il ici. vous plaît, Mais Guillaume Herman. Soro, c'est un Daouda, justiciable vous n'avez plus la parole. Premier Herman ministre, et Daouda. Et puis quoi encore? Herman et Daouda, je dis, vous n'avez plus la parole. J'ai fini. Très bien. Alors, on a fini, on a fermé cette page-là. Nous allons recevoir une invitée, s'il vous plaît. Il s'agit donc de Madame Sarah Koulibaly. Venez, Madame Sarah. Rassurez, vous n'avez pas peur, venez. Elle est donc promotrice de la marque ivoirienne des jouets Naïm Madol. Mais pourquoi vous n'avez pas de poupée dans vos mains? J'aurais voulu. J'espère que j'aurai une occasion prochaine de vous les montrer. Mais bon, Très bien. Alors, votre credo sont les poupées africaines. c'est ça. Pourquoi? Pourquoi vous êtes allé sur les poupées africaines? Vous auriez pu faire des poupées comme, voilà, à l'européenne, mais vous avez décidé d'africaniser un peu. Quelle est l'histoire derrière? Déjà, je vous remercie de me recevoir. Avec C'est un plaisir. plaisir d'être sur ce plateau. L'histoire derrière Naïma Adol, c'est l'histoire d'une maman entrepreneur. Parce que Naïma, c'est le prénom de ma fille aînée. Et l'objectif était très simple, c'était de faire à grande échelle ce que je ne trouvais pas, parce que ça fait 8 ans qu'on fait cette activité-là. Et surtout, il y avait une part de marché à prendre. Comme je le dis souvent, on voit toujours qu'en Afrique, on a une démographie qui est galopante, on a beaucoup d'enfants, mais on était lésés sur ce marché-là, donc dans l'industrie du jouet. Et en tant que jeune maman entrepreneur ivoirienne, j'ai voulu qu'on puisse prendre notre place. Avant de laisser les amis vous poser des questions, moi j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas voulu offrir une poupée occidentale à votre fille? Parce que, vous savez, les enfants, le jeu est aux enfants ce que le travail est à l'adulte. Il se construit, les enfants se construisent en jouant et on est tous conscients des questions d'identification, de la représentation, d'identité, de cette importance-là et de l'amour de soi. Comme je dis souvent, nous, on est peut-être une génération en réparation. On a appris, après avoir fait beaucoup d'erreurs, ce qu'on n'a pas fait convenablement, des fois de par nous-mêmes ou de par nos parents. Et ce que moi, j'aimerais offrir comme opportunité à nos enfants, c'est de pouvoir, dès le bas âge, commencer à se construire de façon plus solide. Et connaître l'histoire de l'Afrique. C'est très important. Daouda. Et depuis combien d'années, en fait, vous avez commencé cela? Et comment est-ce que vous avez fait? Quel a été le processus pour que vous en arriviez aujourd'hui à grande échelle à pouvoir le faire en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, ça a été, je le dis souvent, ça n'a pas été le grand saut dans le vide. Ça a été des petits pas fermes. Donc, ça a commencé très timidement dans une chambre. J'étais nourrice, donc ce n'était pas les grands moyens, mais ça a été stratégiquement du réinvestissement dans l'entreprise, de la recherche rapidement de marchés, de distributeurs pour pouvoir croître et surtout la volonté de comprendre l'industrie du jouet. Voilà, on n'est pas allé de façon... On a vraiment essayé de comprendre les codes et de faire en sorte que, malgré qu'on soit une entreprise ivoirienne à 100%, en termes de qualité, en termes de normes, en termes de diversité, on soit en capacité d'aller légitimement, sans complexe, sur des marchés locaux ou internationaux. Que représente aujourd'hui le produit Naïm Adol sur le marché ivoirien? On est numéro 1, en tout cas au niveau des producteurs locaux de jouets. Naïm Adol, c'est numéro 1. C'est une grande fierté, ça s'est fait progressivement. Et même si on est numéro 1,
Je considère qu'on est 20 millions d'habitants avec une moitié. Donc je pense qu'il y a encore de la part de marché à conquérir et on est dans cette lancée. Barry. Vous avez dit que ça fait 8 ans que vous avez lancé le projet. C'est cela. Aujourd'hui, quel bilan vous faites? Vous savez, il y a 8 ans, il n'y avait pas de marché. D'accord. Donc le premier bilan ou la première satisfaction, c'est de rencontrer des mamans dans les rues et d'entendre qu'elles sont clientes de Naïma Dolls. Ou de constater qu'en fait, moi, à mon époque, avoir une poupée noire, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est devenu normal. Donc, en tant qu'entreprise ivoirienne, en tant que jeune femme, déjà, réussir à légitimer un marché qui n'existait pas, c'est une première victoire. D'accord. Herman et ensuite Daouda. Ma seconde question, aujourd'hui, que vous disent concrètement vos clients que lorsqu'ils choisissent vos poupées, pourquoi est-ce qu'ils viennent voir vos poupées et non pas les poupées occidentales comme on a eu l'habitude de Est-ce que le justement voir. la clientèle aujourd'hui désire avoir une certaine affirmation, présenter la légitimité d'être africain par ces jouets-là? Naïma Dolls, pour le moment, nous, on a fait le choix de ne pas avoir de magasin à nous et de choisir la distribution au travers de magasins d'enseignes connues. Okay. Et donc, nos clients, le client final, c'est le consommateur, évidemment, mais nos clients, ce sont les magasins. Donc, c'est les magasins qu'il fallait convaincre. Le premier indicateur a été que, quand on a démarré, tous les rayons étaient blancs. Et au fur et à mesure, on a vu la couleur des rayons changer. Et le retour que nous avons de nos premiers clients, c'était qu'en fait, ils proposaient que des poupées blanches parce qu'il n'y avait que ça. Et ils étaient très satisfaits d'avoir une offre qui correspondait à ce qu'ils attendaient et ils étaient très contents de pouvoir la distribuer. Daouda. Après tout ce que vous venez de dire, finalement, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui pour les années à venir? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, on pense qu'on peut faire plus. On a encore localement une grande part de marché. Nous, on a commencé par le digital, donc on communique beaucoup. Mais en tant qu'entrepreneur ivoirienne, j'avouerais que j'ai quand même une frustration. C'est que je me rends compte que stratégiquement, comme j'ai dit, on a choisi la distribution. Et en dehors de mon pays, on a pénétré l'Europe et les États-Unis avant certains pays africains qui sont plus proches. Donc vraiment, je pense qu'on a... Et c'est dû à quoi? Des problématiques des fois de logistique, on parle de la zone franche, enfin de toutes ces choses dont on parle qui ne sont pas encore effectives. Exactement. Donc on se rend compte que, comme on dit souvent même pour des personnes physiques, ça coûte plus cher d'aller aujourd'hui à Bamako que d'aller à Paris. Donc il y a ces vrais problèmes-là, ce qui font que, comme on a commencé par le digital, on touche beaucoup de clients, mais on n'a peut-être pas encore la capacité de rendre le produit Naïma accessible partout en Afrique, alors qu'on est une marque africaine et c'est notre priorité. Et c'est ce qu'on voudrait changer cette année. Quand je vois les spécimens de poupées que vous avez là, vous avez parlé tout à l'heure d'identité africaine. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour que vous puissiez voir au niveau de l'accoutrement des poupées, si on peut faire passer le... Ah oui, c'est très occidental. Une fille peut... Non, justement. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'aurais voulu vous ramener les produits de la nouvelle collection. Et les produits, voilà, je pense qu'on n'a pas projeté les produits qui représentent au mieux Naïma Dolls. Mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Avant de laisser la parole, Herman, parlons de votre financement. Oui. Est-ce que vous avez été accompagné par le ministère, enfin un ministère, une structure étatique? Comment ça s'est passé votre financement? On a commencé par... moi, j'ai commencé par une épargne. J'ai commencé modestement, hein, donc c'était très peu d'argent. Avec combien 650 000 francs CFA. 1 000 euros, en fait, parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais ce que j'explique, c'est qu'on indexe souvent l'État. Je viens justement du salon de l'épargne où ça a été l'objet de la discussion et de mon propos. Ce que j'expliquais, c'est que les gens cherchent de l'argent alors qu'il faut chercher du financement. L'argent est à dépenser, le financement est à fructifier. Et souvent, pour avoir du financement, il y a une démarche que l'entrepreneur doit avoir et on veut en faire l'économie. Forcément, on ne pourra pas lever de l'argent. Donc, pour répondre à la question de Daouda, très tôt, quand on a créé l'entreprise, moi, j'ai tout de suite réinvesti ce que je gagnais pour faire croître l'entreprise. Ça a été une discipline vraiment de vie au niveau des finances. Une discipline qui pouvait être critiquée, hein, comme on le disait tout à l'heure, il faut pouvoir résister aux pressions extérieures. Hein, mais quand on a une vision et qu'on comprend que, en tant que justement, c'est l'année de la jeunesse, hein, donc je parle vraiment de la notion du financement des jeunes entrepreneurs. Ce que je dis, c'est qu'en fait, quand tu es jeune, que tu n'as pas de biens à hypothéquer, tu es la garantie. Le financier n'investit pas dans ton entreprise, il investit dans toi en tant qu'entrepreneur. Et c'est ta capacité à bien gérer le peu que tu as et à le fructifier qui fait en sorte qu'ils se disent on peut lui faire confiance. Et c'est en ça qu'être jeune est une opportunité.
parce qu'on peut avoir encore de l'indulgence. Et c'est vraiment ça. Et donc, pour terminer, oui, j'ai pu être accompagnée. Après, justement, cet exercice de rigueur et de création du marché, je pense que l'entreprise est devenue attractive et l'État de Côte d'Ivoire nous a accompagnés et des financements nous ont accompagnés. Combien par exemple? Via quelle structure déjà? L'agence emploi jeune. Très bien. L'agence emploi jeune, et justement, quand on parle d'intelligence financière, c'est que dans mes points d'économie, on est passé par l'agence emploi jeune pour diminuer la masse salariale, on a recruté via l'agence emploi jeune. Et comme on s'était formalisé et qu'on avait la documentation qu'il fallait, quand il y a eu les guichets de financement, on n'a pas hésité à postuler et l'État nous a accompagnés. Aujourd'hui, on a reçu hier le directeur général de Business France qui parlait de l'opportunité que constitue la CAN, qui est l'événement. On a vu quand même les visuels là. Comment est-ce que vous voulez vous positionner, votre Naïma Doll veut se positionner par rapport à cet événement important pour la Côte d'Ivoire? Alors, dans notre groupe, donc dans la société, nous avons Naïma Dolls et Naïma Édition. Naïma Édition, c'est une maison d'édition qui justement a pour l'axe, c'est de faire des jeux de société, vraiment faire des jeux de société et tout ce qui peut permettre de promouvoir l'Afrique et la destination Côte d'Ivoire. En marge de la CAN, on a créé plusieurs goodies et plusieurs jeux de société qui sont censés justement être de beaux cadeaux qui permettront à nos visiteurs de repartir avec un bout de la Côte d'Ivoire et de pouvoir justement découvrir notre pays de façon plus ludique. Donc on a travaillé sur une collection de produits qu'on pourra vous présenter à ce moment-là. J'ai hâte d'en avoir. Oui, alors, merci beaucoup Sarah Koulibaly. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes promotrice de la marque Naïma Doll, des jouets, voilà, cette belle poupée africaine. Et pour présenter en tout cas la nouvelle collection avec des tenues africaines par rapport au point de Barry. N'hésitez pas à revenir vers grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, notre émission donc est terminée. Daouda, bonsoir. Merci encore d'être venu. Barry, merci. Merci, Christelle. Erwan. Merci, Daouda, Merci heureux pour la contribution. d'avoir mangé un peu de plaît, soro. messieurs. Merci pour la Vous contribution. n'avez plus la Herman. parole. S'il vous plaît, messieurs, vous n'avez plus la parole. Mais c'est terrible, ça. Oui, non, j'ai fini. Ah, l'émission est terminée, comme j'étais disant. On se retrouve, Madame Sarah. Oui. Chut. On se retrouve donc lundi pour une autre semaine du Grand Talk. Portez-vous bien surtout et que Dieu nous garde. Et d'ici là, restez connectés. C'est Maquisard maintenant sur l'antenne de Live TV. Bonsoir. Au revoir.